Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien sûr, je vais commencer en remerciant François pour son invitation. Ça me fait vraiment très plaisir d'être chez mes amis lillois avec Jean-Claude et Philippe, qui sont des amis de très longue date tous les trois. Et c'est vraiment un plaisir réel que j'ai à venir à Rennes à chaque fois pour les rencontrer et pour vous rencontrer dans une atmosphère toujours sympathique de milieu du sport. Et je pense que c'est très agréable de pouvoir parler au sein d'une assemblée de ce type. Alors on m'a demandé une question, est-ce que lesquels extrasystoles sont bénignes? Les extrasystoles, c'est quelque chose de très fréquent, que ce soit en cardiologie courante ou que ce soit en cardiologie du sport, on en voit quotidiennement. Et je n'ai pas passé en revue le nombre d'extrasystoles du sujet sain, mais globalement, sur l'électrocardiogramme, on en trouve à peu près 1% des patients qu'on voit. Et si on regarde sur les holters de 24 heures, on arrive à trouver dans des populations de 45-50 ans à peu près 50% ou 60% de personnes qui ont au moins une ou deux extrasystoles par heure. Alors j'ai essayé de regarder quand même, et vous m'excuserez de commencer par un tableau qui est peut-être un petit peu chargé, ça sera un des rares, mais j'ai essayé de regarder s'il y avait une différence entre la prévalence des extrasystoles du sujet standard et du sportif. Et si on regarde toutes ces études, là vous avez un certain nombre d'études qui vous sont résumées, si vous regardez les petits p, lorsqu'on compare des coureurs d'endurance, des athlètes adolescents, des marathoniens, des coureurs, de nouveau des jeunes athlètes, des athlètes de compétition, etc., etc., on s'aperçoit, si vous regardez juste les petits p, à chaque fois, ils ne sont pas significatifs. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y en a un qui l'est ici, dans une petite étude où il montre qu'il y a 59% des athlètes qui avaient une extrasystole, ou plus, et 40% des contrôles. Mais dans l'ensemble, le cœur du sportif n'est pas arythmique. Et c'est une des diapositives classiques de François qui met toujours le cœur du sportif ne fait pas d'arythmie. Je ne parle pas, bien sûr, de la fibrillation atriale, qui est un sujet tout à fait différent. Alors, on rencontre quotidiennement des extrasystoles chez le sportif, et comment va-t-on essayer de savoir si elles sont bénignes? Eh bien, il y a les étapes classiques de cette consultation qui commence toujours par l'évaluation clinique. Et l'évaluation clinique, elle cherche bien évidemment une histoire familiale de troubles du rythme ventriculaire ou de mort subite, surtout à un âge jeune. Et puis elle recherche les symptômes, à savoir si les sportifs et les patients qu'on voit sont symptomatiques ou non, et quel type de symptômes, parce que bien évidemment, c'est différent de ressentir quelques ratés dans le rythme cardiaque que de faire des lipothymies, d'être essoufflé, voire de faire de l'insuffisance cardiaque, voire des syncopes. Donc c'est la première étape et il ne faut pas l'oublier, et elle est importante. La deuxième étape, elle est fondamentale, c'est l'apport de l'électrocardiogramme. Elle est fondamentale et je vais probablement insister un peu là-dessus, parce que l'électrocardiogramme, qui est un outil que j'ai toujours apprécié et sur lequel je me suis plongé très très longtemps avec les cours de rythmologie, avec Philippe en particulier, l'électrocardiogramme est à mon avis pas suffisamment bien utilisé. Alors qu'est-ce que peut vous apporter l'électrocardiogramme? Alors je passe très vite sur la première partie, on doit éliminer le substrat. Et si vous avez une anomalie sur votre électro de base, bien évidemment, vous partez sur des extrasystoles qui ne sont plus bénignes, puisque mon thème, c'est quels extrasystoles sont bénignes. Anomalie du QRS, séquelles d'infarctus, anomalie de l'onde T, syndrome du QT long, etc., etc. Il faut donc que les extrasystoles ventriculaires, pour être bénignes, doivent être idiopathiques, c'est-à-dire en l'absence de substrat. Elles sont donc toutes idiopathiques, mais pas que. Mais pas que, bien évidemment. Elles sont idiopathiques, mais pas que. Et pourquoi? Parce que, deuxièmement, l'électrocardiogramme, lorsqu'il a découvert une extrasystole ventriculaire idiopathique, doit s'assurer qu'elle n'est pas sévère. Et donc, pour qu'elle soit bénigne, cette extrasystole doit ne pas présenter des critères de sévérité qui sont le polymorphisme, qui sont l'aspect empâté, large, crocheté de l'extrasystole, la fameuse extrasystole à couplage court et éventuellement les salves, même si une salve non soutenue n'est pas toujours péjorative. Alors je vais vous illustrer ces quelques propos de critères de sévérité de l'extrasystole. D'abord l'extrasystole
polymorphes. Sur la gauche, vous avez un tracé où vous avez deux extrasystoles différentes. Vous en voyez une qui a un aspect de retard droit, une qui a un aspect de retard gauche. Et sur un Holter cinescope que tout le monde pratique dans tous les centres de France, eh bien vous voyez qu'à la fin de ce Holter, il a mis en évidence 6 exemples d'extrasystoles retrouvées pendant le Holter. Donc ce patient avait 6 types d'extrasystoles différentes, dont globalement, si vous voyez, il y avait 2 morphologies, les morphologies 1 et 2, qui représentaient la grande majorité. Donc ce sont des anomalies qui doivent vous entraîner à des examens complémentaires. Des extrasystoles également larges, crochetées, comme je vous en montre une ici, retard droit, regardez ce crochetage ici à la fin du QRS, très nettement ici visible également dans le précordium gauche. Donc ces extrasystoles très amples, très larges, très crochetées sont habituellement de mauvais augure et préjugent le plus souvent d'une cardiopathie, ici d'une cardiopathie ischémique. Ça a été bien montré dans de nombreux papiers, et ça vous le savez bien. L'extrasystole à couplage court, il ne faut pas la manquer. En général, c'est une extrasystole qui survient avec un rapport RR sur QT, c'est-à-dire l'espace QRS extrasystole sur QT inférieur à 0,85. Les limites, c'est 400, 300 millisecondes. Et vous voyez que ces extrasystoles qui tombent sur l'onde T sont génératrices de troubles du rythme ventriculaire polymorphes, voire beaucoup plus, puisque les extrasystoles à couplage court peuvent être génératrices de mort subite. Donc c'était le deuxième apport de l'électro. Le premier, je vous le rappelle, on a éliminé un substrat, donc c'est idiopathique. La deuxième chose, on a éliminé le critère de sévérité de l'extrasystole, le polymorphisme, l'aspect élargi, le couplage court, éventuellement, je vous disais, on y reviendra, les salves. La troisième partie, quand vous êtes devant votre électro, est à mon avis fondamentale, c'est d'essayer de trouver l'origine de l'extrasystole. Et sur des extrasystoles idiopathiques, c'est généralement plus simple, parce que les extrasystoles des cœurs malades sont souvent déformées, et trouver exactement la localisation d'une extrasystole sur un cœur malade n'est pas aussi facile que sur un cœur sain, où les critères de diagnostic sont généralement beaucoup plus justes. Alors, j'ai repris 2 ou 3 diapos de Baptiste Maille qu'il avait présentés, qui sont issus de certaines présentations, qui me semblent très intéressants pour vous, pour la démarche, pour localiser une extrasystole. Je vais vous montrer 3 étapes. Voilà un exemple d'extrasystole infondibulaire, et il faut savoir où elle se trouve exactement. Eh bien, l'infondibulome, qu'est-ce que c'est? L'infondibulome, c'est l'infondibulome du ventricule droit, du ventricule gauche, mais c'est aussi la jonction avec, ce sont aussi les cuspes de l'aorte, et la jonction entre l'aorte et la mitrale et l'anneau mitral. Tout ça, c'est l'infondibulome, et ça donne des extrasystoles qui ont une positivité en inférieur et une négativité en VR et en V1. Donc, première étape, regardez un petit peu en inférieur la positivité ou la négativité, et en VR, V1. La deuxième étape, et voilà un exemple, ici d'extrasystole infondibulaire, vous voyez qu'elle est très positive dans les dérivations inférieures et qu'elle est négative dans la dérivation V1 et dans la dérivation VR. C'est la première étape, et ça, je pense que ça ne vous a jamais échappé et que pour vous, c'est quelque chose d'assez simple. Mais la deuxième étape, et je vous conseille de regarder ça, ça a été publié il y a très longtemps par Ashivratam, repris par Pristovsky, c'est de regarder cette extrasystole ventriculaire, comment elle est profonde, c'est-à-dire par rapport à la paroi thoracique qui se trouve où est ma flèche. Eh bien, de haut en bas, on a la paroi thoracique, la chambre de chasse du ventricule droit, l'infondibulum, les cuspes, la chambre de chasse du ventricule gauche, puis on descend et on arrive tout en bas, on est très proche ici du mur postérieur de la cage thoracique. Et donc vous voyez qu'en regardant la profondeur, on s'aperçoit que si on enregistre en V1 ce qui se passe si une extrasystole naît de la partie supérieure, on aura forcément une activation qui va se faire de haut en bas et on aura une négativité complète du QRS. Et plus on va descendre, chambre de chasse, cusp aortique, jonction avec la mitrale, ensuite la partie, le mur du ventricule gauche, eh bien de plus en plus, ce qu'on enregistre en V1 va se positiver, puisque ça va naître de là,
de là, de là ou de là. Et quand ça naît ici au niveau ici de la mitrale, en V5, vous voyez qu'on a une très grande positivité en V1, puisque le vecteur va se déplacer vers V1. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après avoir regardé les premiers éléments, la deuxième élément, c'est de voir dans l'infundibulum et dans le ventricule gauche quelle est la profondeur par rapport à la cage thoracique. Et puis le dernier élément, c'est de savoir si votre extrasystole dite infundibulaire est droite ou gauche. Et ce que vous regardez, c'est la zone de transition de l'extrasystole. Regardez cette extrasystole ici que je vous montre avec la flèche. Sa zone de transition est très tardive. Très clairement, elle survient bien après la zone de transition du QRS sain. Et si vous regardez l'autre extrasystole ventriculaire, sa zone de transition est très précoce en V2, V3, et par rapport à la transition du QRS de base, elle est beaucoup plus précoce. Alors, il y a des rapports à faire, il suffit simplement de regarder, ça a été proposé par Yoshida, mais peu importe. Il suffit de regarder à quel moment se fait la transition, et lorsque vous avez une transition de l'extrasystole qui est très tardive, vous voyez ici qu'elle se fait très loin par rapport à celle-ci, eh bien, c'est une zone droite, puisque ça a un aspect plutôt de retard gauche, et donc, lorsque vous avez une transition qui est beaucoup plus précoce, eh bien, c'est une extrasystole qui naît d'une cusp aortique ou de la gauche. Ce sont ces trois étapes, et je n'irai pas plus loin parce qu'il y en a d'autres, mais retenez-les. J'ai pensé intéressant de m'arrêter là-dessus, parce qu'avec ces trois étapes-là, vous pouvez savoir où se trouve votre extrasystole quand c'est une extrasystole qui n'est bien évidemment pas une extrasystole à l'évidence pathologique, crochetée, à retard droit, etc., mais une extrasystole infundibulaire, et vous pouvez la localiser. Et voilà un exemple. Voici une extrasystole infundibulaire. Première étape que je vous ai rappelée, on regarde dans les dérivations inférieures et en V1, et on voit qu'en V1 et dans la dérivation VR, eh bien, il y a une négativité initiale, voire unique en V1. Et donc, on est dans l'infundibulum. Deuxième étape, je vous ai dit, on regarde la profondeur de l'extrasystole, on regarde en V1 s'il y a une petite onde d'air ou s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on est très haut par rapport à la cage thoracique. S'il y en a une très ample, on est très loin, très profond. Et là, il n'y en a pas ou presque pas. Et donc, il y a en V1, c'est vraiment un V1 très, très négatif. Et il y a une zone de transition, vous voyez, qui se fait globalement de l'extrasystole assez rapidement. Et donc, si on regarde cette zone de transition par rapport à la zone de transition du rythme sinusal, la zone de transition est beaucoup plus précoce. Et donc, c'est une extrasystole infundibulaire, mais qui est située à gauche, comme je vous l'ai montré sur l'exemple précédent. Donc, ces trois étapes-là sont simples et vous pouvez d'emblée faire le diagnostic de localisation. Et je pense que c'est très important dans la pratique courante. Et voilà un exemple d'extrasystole qui n'est pas de l'infundibulum, mais pourtant, elle a un aspect de retard gauche. Vous avez une extrasystole ici infundibulaire classique, comme je vous en ai montré tout à l'heure, un axe des QRS très positifs en D2, D3, VF, une négativité en V1, c'est une extrasystole infundibulaire classique, et vous voyez ici une extrasystole toujours à retard gauche, regardez V1, V2, mais vous avez par contre un axe qui est différent, qui est plutôt intermédiaire, elle est crochetée, ça ne sent pas l'extrasystole infundibulaire classique, et du reste, si vous regardez, et il faut toujours le regarder le tracé de base, vous voyez qu'en V1, V2, V3, V4, on a une onde T négative, et là on est devant une extrasystole ventriculaire qui est liée à une dysplasie ventriculaire droite. Je ne commande pas cette diapo, je vous demande simplement de prendre un crayon, de noter Muser D, diagnostic 2021. Muser D, diagnostic 2021, vous avez un magnifique exemple de toutes les localisations des extrasystoles et les électros en face. Donc je ne l'ai pas mise là pour que vous la regardiez, je l'ai mise là pour que vous la preniez. Elle est même passée sur un réseau, sur Facebook récemment. Elle a été envoyée par... je ne sais plus qui, je me demande si c'est pas Raphaël Martins qui a envoyé cette photo sur son réseau en disant quel magnifique exemple à garder dans la poche de votre bureau pour regarder, vous saurez tout de suite d'où vient l'extrasystole. Donc je ne la commande pas, elle reprend tout ce que je vous ai dit, mais elle est remarquable et c'est récent, c'est Muser D dans Diagnostic 2021.
Et donc la morphologie des extrasystoles, pour terminer sur ces morphologies, eh bien voilà celle qu'on retrouve le plus souvent comme bénigne en pratique courante. Axe de QRS inférieur, QRS négatif en V1, transition tardive, infundibulum pulmonaire droit, la voici, c'est en A. QRS inférieur, petit r et QRS négatif en V1, transition précoce, vous voyez, celle-ci elle a une transition précoce en V2, V3, c'est l'extrasystole B, infundibulum pulmonaire gauche. QRS très fin, alors les QRS très fins, avec l'aspect demi-bloc gauche et l'axe supérieur et l'aspect de retard droit, c'est la fameuse extrasystole fasciculaire hémibranche postérieure, et à l'inverse, lorsque l'axe est hyperdroit, vous avez hémibranche antérieure, des extrasystoles qui sont plutôt fines. Ce sont les extrasystoles que l'on retrouve en pratique courante, ces 4 types, dans la plupart des travaux que j'ai regardés. Je n'ai pas voulu encombrer les diapositives, c'est à peu près 80% des extrasystoles qui sont retrouvés dans vos consultations. Voilà pour l'électro, il me semble que c'était une étape particulièrement importante. Le Holter, bien sûr qu'on va faire un Holter, on va essayer de corréler les symptômes avec les électros, on va avec les ESV, on va regarder s'il y a plusieurs morphologies, on va regarder s'il y a des salves, on va regarder la charge en ESV, c'est important, je vais y revenir, et ça peut aider au traitement, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de mon topo. On peut enregistrer des salves, et voici une salve monomorphe qui a été décrite il y a plus de 60 ans par Galavardin, l'équipe lyonnaise, qui est une salve de TV répétitive monomorphe qui n'est pas pour autant maligne. Philippe Coumel avait pour habitude de dire une extrasystole bénigne qui se répète 200 fois est toujours 200 fois un phénomène bénin, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a cette affaire-là, c'est le nombre d'extrasystoles sur le Holter. Et j'ai pris un exemple comme d'autres, où vous voyez que sur cet exemple, eh bien, ça veut venir, voilà. Sur cet exemple, vous avez, en fonction du nombre d'extrasystoles, vous avez ici un travail de 239 patients qui avaient plus que 1000 extrasystoles par jour, qui ont été suivis 5 ans et demi. Eh bien, vous voyez que ce qu'ils ont trouvé, c'est que la moyenne de la fraction d'éjection et du diamètre diastolique droit n'a pas vraiment changé. Par contre, il y a un delta, une différence entre la fraction d'éjection du départ et à l'arrivée qui est significative, et il y a aussi une corrélation entre le nombre d'extrasystoles et la dilatation du ventricule. Alors, quel est le nombre magique? Combien d'extrasystoles pour qu'on ait une cardiomyopathie, dite tachycardiomyopathie, d'un terme particulièrement curieux? Eh bien, ça a été proposé récemment par Marcus, moins de 5% d'extrasystoles, peu probable que ça induise une cardiomyopathie, 5 à 10%, on discute, 10% possible. Mais il n'y a pas de barrière exacte pour savoir exactement le nombre des extrasystoles que l'on a à enregistrer pour savoir si ça va être responsable d'une cardiomyopathie. En effet, il y a plein de caractéristiques électrophysiologiques qui sont la morphologie de l'extrasystole. Il y a des études qui ont montré que les extrasystoles ventriculaires droites donnaient plus facilement des cardiomyopathies que les gauches. La durée des extrasystoles, les larges, peut être plus délétère. Le couplage, et en particulier la présence du nom de P rétrograde, tout ça a été étudié avec de l'écho, avec des examens très pointus, peut être plus générateur de cardiomyopathie. L'interpolation, tout ça, ça a été publié. Je n'ai pas entré en détail beaucoup là-dessus parce que c'est des petites études avec peu de patients, mais ça montre que ce n'est pas seulement le nombre d'extrasystoles. Toujours est-il que la recommandation, c'est que quand vous avez des extrasystoles bénignes, puisqu'on est dans la bénigne, sur cœur sain, qui sont très nombreuses, que tout va bien, je vous conseille de revoir très régulièrement avec un écho, chaque année, votre patient pour voir s'il n'y a pas un effet au long cours de l'extrasystolie sur la fonction ventriculaire gauche. L'échographie, on avance, on a vu le patient, on a localisé, on a fait le Holter, bien sûr on fait l'écho. Je passe à toute vitesse là-dessus, c'est un examen qui est systématique aujourd'hui comme l'électrocardiogramme. Le but de l'écho, c'est de chercher une cardiopathie et de rechercher éventuellement une atteinte de la fonction ventriculaire gauche liée à ces extrasystoles dont on saura si elles sont responsables ou non
uniquement si on les enlève, parce qu'on ne pourra pas le savoir, c'est toujours un diagnostic a posteriori. Donc je passe sur l'écho obligatoire. L'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, bien évidemment, chez un sujet standard, n'est pas toujours effectuée. Sujet asymptomatique, quelques extrasystoles idiopathiques, écho normal, on ne fait pas l'écho, on ne fait pas l'épreuve d'effort, je ne la fais pas toujours. Mais par contre, chez le sportif, non seulement elle est obligatoire, mais elle doit être poussée. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller jusqu'au seuil de fréquence classique, vous allez mettre le sportif à genoux. Parce que quand il va faire du sport, il se met à genoux. Et donc, il se défonce sur le vélo jusqu'au bout, vous passez tous les seuils de fréquence et vous allez au bout et vous regardez si ça génère ou pas des extrasystoles. Bien sûr, le classique, c'est ce qui est induit par l'effort, c'est pas bon. Ce qui n'est amélioré par l'effort, c'est plutôt mieux. Ce n'est pas toujours vrai pour la deuxième partie, mais c'est généralement relativement vrai. Et il est important de regarder des extrasystoles en récupération qui ont une valeur tout à fait importante. Alors là, très vite, je vous montre un électro d'une extrasystole infundibulaire. Vous voyez que dès qu'on fait l'effort sur la partie basse, on n'en parle plus. Il n'y a plus d'extrasystole, donc c'est plutôt pas trop mal. À l'inverse, je vous montre un sujet dont l'électro est normal. Il a des extrasystoles aussi qui sont de même type, mais vous voyez que par contre, dès qu'il se met à faire un effort, il fait des salves qui sont moins sympathiques. Et ce patient, il a sûrement une pathologie et probablement une dysplasie sous-jacente. Et il y a un travail tout à fait récent qui est intéressant, c'est la valeur prédictive des extrasystoles ventriculaires à l'effort chez le sportif évaluée par l'IRM. 88 sportifs, ils appellent ça athlètes, mais pas de l'élite, hein, ce n'est pas du professionnel. C'est généralement des gens qui ont entre 15 et 50 ans et qui n'ont bien évidemment aucune maladie cardiaque. 36 avaient des extrasystoles, ce qu'ils appellent EVA, c'est Exercise Induced Ventricular Arrhythmias, des arythmies induites par l'épreuve d'effort. Alors, il pouvait en avoir quelques-unes au repos, bien évidemment, mais elles diminuaient et ça restait tout à fait correct à l'effort. À l'inverse, pardon, je m'excuse, c'est là, ils présentaient des extrasystoles qui s'aggravaient, qui devenaient complexes et qui devenaient beaucoup plus fréquentes à l'effort. Par contre, ceux qui n'en avaient pas, c'est ceux qui avaient quelques extrasystoles de repos qui pouvaient décroître à l'effort. Eh bien, vous voyez ici que ceux qui avaient des extrasystoles à l'effort, l'IRM était positive, c'est-à-dire qu'elle montrait une anomalie dans 56% des cas. Ceux qui n'avaient pas d'extrasystole à l'effort, ils avaient 20% d'anomalies ici à l'IRM. Et les facteurs qu'on retrouvait, c'était l'anomalie de l'électrode base, des arythmies complexes sur l'électrocardiogramme et surtout, en termes d'extrasystole, des extrasystoles avec un bloc droit ou polymorphique. Et donc, en bleu, vous avez ceux qui avaient une IRM anormale, en brun, ceux qui avaient une IRM normale. Et donc, vous voyez, pour la morphologie de l'électro, c'était soit bloc de branche droit, soit polymorphique, avec éventuellement un électrocardiogramme de base pathologique. L'IRM, et je vais terminer par l'IRM, sans critère de risque, c'est-à-dire l'extrasystole bénigne, cœur sain, échographie normale, elle n'est pas indiquée. Elle est indiquée si les symptômes sont significatifs, c'est-à-dire vraiment les gens sont symptomatiques, ils sont dyspnéiques, ils font même des syncopes, etc. S'ils ont une localisation des extrasystoles atypiques, si elles sont polymorphes, s'il y a des arythmies soutenues, etc. Elle est bien évidemment indiquée s'il y a une suspicion d'anomalie, une cicatrice d'infarctus, une dysplasie, etc., etc. Voilà un exemple d'extrasystole ventriculaire, retard gauche, axe intermédiaire. Vous voyez ici cette extrasystole et vous voyez à l'IRM, premièrement, sur les 4 cavités, vous voyez une dilatation du ventricule droit et une dyskinésie ventriculaire droite qui est tout à fait évocatrice de dysplasie ventriculaire droite. Voilà un exemple qui n'est pas une extrasystole bénigne, puisqu'elle a un retard droit, un axe supérieur. Et vous voyez donc que quand on fait en grand axe et en petit axe de l'IRM, on s'aperçoit qu'on a des stries sous-épicardiques qui sont sous-épicardiques, antérolatérales, latérales et inférolatérales, témoignant bien sûr d'une pathologie. Et il y a une dernière étude, et je vais arriver quasiment dans mon temps, il y a une étude très récente qui est parue dans le JACC-IP qui a stratifié
le risque des extrasystoles ventriculaires, c'est une étude multicentrique. Et donc, ils ont pris des patients qui avaient des extrasystoles. Et vous voyez déjà qu'ils ont pris des extrasystoles, qu'ils avaient au moins 16% d'extrasystoles sur 24 heures, entre 10 et 20% d'extrasystoles, c'est beaucoup. Ils ont regardé, bien sûr, quels étaient ce type d'extrasystoles. Vous voyez que 364, c'est-à-dire la grande majorité, 70%, étaient bloc gauche, axe inférieur, 5% bloc gauche, axe supérieur, bloc droit, axe inférieur, 14%, bloc droit, axe supérieur, 11%. Donc vous voyez qu'on retrouve toujours ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspect donc axe inférieur, bloc de branche gauche, le plus fréquent. Et vous voyez que lorsqu'ils regardent l'IRM, ils en ont fait à tout le monde, eh bien, quand on a d'abord une morphologie unique comparée à une morphologie multiple, on a beaucoup plus d'IRM en rouge qui sont anormales que celles qui sont normales. Et donc vous voyez que quand on a juste une extrasystole monomorphe, on a beaucoup moins de chances d'avoir une IRM anormale que quand c'est polymorphe. Deuxièmement, aspect de retard gauche, aspect de retard droit, vous voyez qu'il y en a très peu d'anomalies IRM quand c'est un aspect de retard gauche, beaucoup quand c'est un aspect de retard droit. Et puis, en allant dans le détail, bloc de branche gauche, axe inférieur, presque pas d'anomalies IRM. Bloc de branche gauche, axe supérieur, un peu plus. Et les blocs de branche droit, axe inférieur ou axe supérieur, beaucoup plus. Et bloc de branche droit, axe supérieur, énormément d'anomalies, ce qui est logique et ce qui va bien avec la localisation que je vous ai montré quand je vous ai appris à localiser, que je vous ai montré, pardon, à localiser les extrasystoles. Et cette étude de Muser se complète. Et voilà, sur ces patients, c'est toujours la même que celle que je viens de vous montrer. Du reste, vous retrouvez en milieu de diapositive, si je retrouve ma flèche quelque part, vous retrouvez en milieu de diapositive ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé que l'âge était un facteur d'anomalie de l'IRM chez ces patients qui avaient des extrasystoles. Plus ils étaient âgés, plus il y avait d'anomalies. Les hommes, l'histoire familiale, l'existence de syncope. Pour la morphologie, tout ce qui n'était pas bloc de branche gauche, non-LBB, et donc tout ce qui n'était pas bloc de branche gauche ou multifocal était aussi en faveur d'anomalies à l'IRM. Ils en ont donc trouvé 16% d'anomalies sur les IRM. Je vous les ai détaillées sur la plaque précédente. Ils en ont trouvé quelques-unes à droite, beaucoup plus à gauche. Ici, vous les voyez schématisées ici. Et dans le pronostic, eh bien, ceux qui n'avaient pas d'anomalies sur l'IRM, vous voyez, c'est 0,2% d'événements contre, ici, vous voyez, 29% d'événements, l'événement étant la syncope, la TV non soutenue, voire éventuellement, dans quelques rares cas, le décès. Donc, je résume. Les extrasystoles ventriculaires du sportif, pour celles qui sont communes et donc bénignes par rapport à celles qui ne sont pas communes, l'axe, je vous rappelle, aspect gauche, axe inférieur, on est bien d'accord, par rapport au bloc de branche droit atypique et des QRS très larges, ou alors par rapport au QRS fin ici de ces extrasystoles fasciculaires. Deuxièmement, la réponse à l'exercice, diminution-suppression, plutôt en faveur de bénin, mais ce n'est pas toujours le cas, mais disons que c'est presque toujours le cas. À l'inverse, persistance ou augmentation, attention. Bien évidemment, la complexité, quand elles sont polymorphiques par rapport aux monomorphiques ou quand elles sont répétitives, c'est plus bénin. Le couplage court, je l'ai déjà dit. Les symptômes, l'histoire de maladie dans la famille, les autres anomalies et les anomalies d'IRM, il n'y en a pas dans les bénignes. Et bien évidemment, il y a tout ça, possiblement, dans les malignes. Donc en conclusion, et j'ai à peu près, je crois, fini dans les temps, donc les extrasystoles ventriculaires du sportif sont souvent bénignes. Ce sont les extrasystoles infundibulaires et fasciculaires, mais le screening minimum va toujours inclure un électro, un holter, une écho et toujours une épreuve d'effort poussée au maximum. Et il faut avoir l'IRM facile chez des patients sélectionnés, en particulier quand il y a une histoire familiale, s'il y a des symptômes significatifs, s'il y a des anomalies de base à l'ECG, surtout lorsque ces extrasystoles sont inhabituelles, comme je vous l'ai montré, ou à risque, c'est-à-dire gauche, couplage court, polymorphe. Je vous remercie de votre attention.